Bonjour à tous, bienvenue sur Seoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des professionnels français qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur vie personnelle et professionnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti. Avant de démarrer cet épisode, je dois vous signaler que nous avons eu un léger problème à l'enregistrement. Le logiciel de podcast que nous utilisons enregistre une seule piste audio et pour une raison inconnue, nos voix se sont un peu chevauchées. Concrètement, ça veut dire que vous entendrez parfois Léa répondre à mes questions pendant, voire avant même que je ne les pose. Malgré cela, je pense que l'épisode est très intéressant et tout à fait écoutable. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce cafouillage technique de premier épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour. Bonjour Léa et bienvenue sur Seoul Podcast. Comme tu le sais, tu es ma première invitée, donc merci encore une fois à toi d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir de partager mon expérience et si je peux inspirer des personnes qui sont intéressées par le mode de vie en Corée du Sud, c'est avec grand plaisir que je ferai ça. J'ai vu ton profil au départ sur les francophones en Corée, le groupe Facebook. Donc je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu que tu étais youtubeuse. Tu as 27 ans, je me permets de le dire parce que tu l'as toi-même dit dans une de tes vidéos. Et ben, je viens juste d'avoir Ah, 28 ans il y a 2 jours, enfin 3 jours même, mais voilà. d'accord, 3 jours, bon anniversaire Merci alors. beaucoup. Le 11 février alors, c'est ça? Non, c'était le 9, mais je l'ai fait Le 9, au cours de la semaine avec des amis, donc oui, voilà. Je sais même plus, d'accord, j'ai perdu le fil du temps, je ne sais plus très quel jour on est. Mais voilà. d'accord. On est le 14, on est le 14, Voilà. oui, donc on enregistre effectivement ce podcast aujourd'hui le 14 février. C'est bien que tu le mentionnes parce que ça me permet de le dire dans le podcast. Donc ça fait 5 ans que tu habites en Corée, tu reviendras là-dessus, mais juste pour te présenter rapidement, ce que je sais, c'est que tu habites à Suncheon Oui, et que tu travailles dans le tourisme pour le gouvernement coréen. exactement, c'est ça. D'accord. Donc, déjà, la première question, ouais, c'est quel est ton job exactement? Qu'est-ce que tu fais dans le tourisme pour Suncheon et pourquoi Suncheon? Eh ben, alors, c'est vrai que mon histoire, elle est un petit peu compliquée, mais je vais essayer de le résumer. En fait, oui, ça fait voilà 5 ans que j'habite en Corée du Sud. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des études de tourisme avant de venir en Corée. Donc, j'ai un BTS tourisme et j'ai aussi une licence bachelor en management du tourisme. Donc, D'accord. j'étais déjà spécialisée dans le tourisme avant de venir m'expatrier en Corée du Sud. Et en fait, à la fin de mon bachelor, de ma licence, j'ai fait un stage de 6 mois en entreprise en Corée du Sud. Et à l'époque, j'étais à Gwangju, donc qui est situé à 30 minutes en voiture de Suncheon. Et donc, D'accord. lorsque j'ai fait mon stage à Gwangju, en fait, j'étais assistante manager dans une guest house et dans un café de voyageurs. Et OK. c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai rencontré un ami coréen qui, lui, a créé un business, un café et d'autres activités à Suncheon. Et bon, au cours de ma vie en Corée, au bout de 3 ans, en fait, en vivant notamment à Gwangju et sur l'île de Gojedo, mais je pense que j'en parlerai un petit peu après. En fait, D'accord. je cherchais un nouvel emploi et c'est mon ami qui voulait m'aider et m'a présenté au gouvernement local et qui m'a présenté en fait pour pouvoir organiser des tours en bus pour la municipalité de Suncheon. Donc, D'accord. voilà, donc en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon travail pour le gouvernement. Mais en fait, mon travail, il se divise en trois grandes missions, on va dire. Donc, la mission principale, c'est d'être guide, en fait, que ce soit pour les Coréens et pour les étrangers, et de guider les personnes qui prennent en fait notre tour touristique et de leur présenter un petit peu les différentes attractions et différents lieux à visiter dans la ville.
Ensuite, j'ai Mmh. une autre mission qui est de vraiment promouvoir la ville sous toutes les formes que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube où je poste régulièrement des vidéos. J'utilise aussi les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, même TikTok. Et, euh, et ensuite, une troisième partie de mon travail, c'est un petit peu de faire bah, en fait, d'aider mon équipe s'ils ont des projets ils ont besoin de faire des recherches en anglais ou du marketing ou ils ont besoin d'une vision un petit peu d'un point de vue étrangère pour certains projets. Ben, du coup, je travaille en équipe aussi avec le gouvernement. Donc voilà, en gros, pour résumer mon travail. D'accord, d'accord, ouais, très bien. Donc ça me donne déjà pas mal de Ouais, il y en a questions. beaucoup. Euh, ouais, 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 parce que déjà, Sounchang, c'est une petite ville, hein, une petite ville de 30 000 habitants, je crois, Oui, c'est oui, ça? c'est à peu près ça. Je crois qu'on en est à 27 000 habitants à peu près cette année, mais oui, à peu près 30 000. Voilà, donc effectivement, ça doit faire une grosse différence. Avec la plupart des grandes villes de Corée font plus d'1 million d'habitants, hein, il me Oui, semble. oui, oui. Comment on passe d'une ville d'1 million d'habitants à une ville de 30 000 habitants? Bah, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais habité à Séoul. Donc, Ouais, en fait, déjà, on va dire, ma stratégie ou mon, mon moyen pour moi de pouvoir rester en Corée, de trouver du travail et d'avoir un visa de travail qui puisse me permettre de rester ici, légalement dans le pays. Je visais pas Séoul parce que je savais que Séoul, c'était la grosse mégalopole, qu'il y avait énormément d'étrangers et donc énormément de compétition. Donc de base, en fait, d'accord, j'ai ciblé plutôt des villes, on va dire secondaires ou des petites villes pour pouvoir bah, augmenter mes chances de trouver un emploi en ayant bah, une particularité et en y apportant mon expérience et aussi le fait que je sois étrangère par rapport aux locaux qui, eux, sont que coréens, forcément. Donc voilà, donc en fait, déjà d'accord. quand j'ai commencé à vivre en Corée du Sud, bah Gwangju c'est pas non plus, enfin c'est une grande ville en Corée, je crois qu'elle est cinquième ou sixième du pays, mais c'est à taille plus humaine que par exemple Busan, Séoul ou Daejeon. Donc déjà, j'étais dans la même région et j'étais dans une ville, on va dire, un peu plus petite. Et puis oui, après, bah, c'est en fonction de l'opportunité et puis bah, du travail que j'ai décidé de déménager à Suncheon, en fait. Je suis pas vraiment D'accord. décidée forcément de rester là parce que c'était petit, mais bon, c'est en fonction des opportunités d'emploi aussi que j'ai pu trouver, que j'ai décidé de venir ici. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser qu'il vaut mieux aller dans Séoul, enfin dans le grand Séoul, puisqu'il y a tellement de concentration d'habitants dans ce coin-là Mhm. que on peut penser que des emplois sont ici. Et toi, en fait, tu as adopté la stratégie inverse qui a Ouais. été de dire je préfère être un gros poisson dans un petit étang Oui, qu'un petit poisson dans le grand lac. D'accord, c'est c'est intéressant. ça. Et donc, tu as un visa de travail, c'est ça? Oui, voilà. Bah après, je suis passée par moult visas. Hein. J'ai bien galéré pendant 5 ans. Enfin, je galère toujours pour les Ouais, visas. C'est une autre histoire. Mais oui, pour l'instant, en fait, je suis sous visa de travail E7. Et donc, c'est un visa qui doit être pris en charge par soit l'entreprise, soit le gouvernement. Donc, du coup, c'est un visa de sponsoring. Donc, c'est en fait mon ouais, visa est relié à mon contrat de travail. Donc, tant que j'ai un voilà. contrat de travail en Corée du Sud, je peux continuer à travailler et à vivre légalement en Corée du Sud. Par contre, si mon contrat s'arrête, si je décide d'arrêter, enfin, de quitter mon emploi ou qu'on me vire, bah, en fait, j'ai 2 semaines pour partir du territoire, quoi. Donc, C'est 2 semaines en ouais. Corée, ouais, d'accord, ok, Donc, c'est pour ça que d'accord. j'essaye d'obtenir un autre type de visa afin d'être un peu plus sereine côté immigration, quoi. Après, ça serait la résidence, non, c'est ça? Alors, la résidence, c'est très compliqué. Il y a un visa entre les deux qui s'appelle le F2. Et en fait, c'est le visa D'accord, semi-permanent, en fait. Donc, c'est entre le visa de travail et la résidence. Et le visa semi-permanent, en fait, c'est comme un visa de résident, mais par contre, il est de courte durée. Donc, il faudra le renouveler selon la durée du visa, quoi. Donc, c'est d'accord, l'étape entre très les bien. deux, à peu près. Voilà.
D'accord. Et oui, j'avais une autre question sur parce que tu dis je travaille pour le gouvernement Oui, coréen. En France, on dirait je travaille pour la mairie de Suncheon ou je travaille pour l'office du tourisme de ouais. Suncheon. Non, comment ça se passe la différence ici? C'est vraiment le gouvernement au niveau national qui t'emploie ou Oui, comment ça c'est se passe? ça en fait. C'est qu'en fait, malgré que ce soit la mairie, enfin, je sais pas, je dirais la mairie, le département, mais en fait, c'est tout interlié. Et quand, en fait, la dénomination de mon travail en coréen, c'est Kongmuon. Et donc, Kongmuon en coréen, ça veut dire ouais, fonctionnaire enfin, employé de la fonction publique. Et donc, du coup, enfin, je suis rattachée avec la mairie de Suncheon, mais mon poste a été créé par le gouvernement coréen parce qu'en fait, il n'y avait pas de poste à proprement parler pour moi. Donc, du coup, ils ont dû faire une demande jusqu'à Séoul, jusqu'au ministère, je sais même pas quel ministère c'était, mais en gros, ils ont créé une Ouais, place spéciale pour qu'on puisse m'embaucher en tant qu'étrangère. Donc, c'était déjà très particulier. Donc, d'accord. D'accord. Donc tu as un bureau, c'est à la mairie? Bah en fait, nous, on a différents départements, différents bureaux, on va dire. Donc moi, je suis pas exactement dans la mairie de Suncheon. Je suis située dans le village traditionnel de Suncheon, en fait. Donc on a d'autres bureaux, en fait, un petit peu dispatchés parce que comment le traduire? En fait, en français, donc on a la mairie, mais chaque hameau a des micro-mairies en fait dispatchées un petit peu partout Mhm. en Corée. Et donc du coup, et ensuite ces mairies-là sont rattachées au département et ensuite le département au ministère de Séoul. Donc en fait, c'est tout interlié, voilà. Mais donc du coup, bah chaque hameau, selon enfin où on est situé dans la ville de Suncheon, on ne dépendra pas des mêmes bureaux en fait. Donc du coup, je suis dans le centre-ville, mais je suis située dans le village traditionnel du Gochujang à Suncheon. D'accord. Un peu l'office du tourisme local peut-être, Euh, non? Bah non, parce qu'en fait, moi, mon travail, il est un petit peu indépendant. Donc, je travaille en lien avec l'Office du tourisme, mais je suis pas située dans l'Office du tourisme. En fait, mon propre bureau. J'ai aussi ma propre salle de montage pour filmer et faire le montage vidéo des vidéos YouTube et Ah tout. oui. Oui, donc en fait, c'est un peu marrant parce que je suis vraiment employée par le gouvernement, mais en même temps, j'ai un peu un statut freelance où j'ai mes propres projets et je me balade un peu à droite à gauche, quoi. Donc, c'est un peu particulier, on va dire. Mission, des opérations, comment ça se Oui, en passe? fait, bah, avant de signer, en fait, donc moi j'ai un contrat de 2 ans. Donc là, normalement, mon contrat se finira en juin. Donc après, je peux D'accord. renouveler mon contrat. Enfin, faut qu'on s'arrange, quoi. Mais voilà, j'ai des missions pour mon contrat en question. Donc en fait, après, ils me donnent les missions plus à l'année et c'est pas trop au mois. Et après, bah, ça s'adapte en fonction de la situation aussi actuelle avec le corona et tout. Mais en fait, oui, j'ai mes 3 grosses missions qui sont pour la durée de mon contrat. Mais après, ça peut varier, en fait. C'est ça qu'en Corée, même si on a des missions, en fait, entre ce qui se passe sur le contrat et ce qui se passe sur le terrain, ça peut très vite changer. Donc, Oui, surtout que c'était une création de oui, poste, si je comprends bien, en fait. C'est la première fois qu'ils font ça, je veux exactement. dire. Donc, Hein? c'est D'accord. innovateur. Donc, même eux, des fois, ils savent pas trop quelle mission ou comment travailler. Donc c'est voilà, faut proposer pas mal d'idées, faut être aussi pas mal indépendant pour pouvoir travailler un peu par soi-même et puis après bah, faire au mieux pour réaliser ses missions. Ouais. D'accord. Et qui est-ce tu t'occupes de quel type de touristes? Les Français, évidemment, mais aussi tous les touristes internationaux et les Coréens Alors aussi? en fait moi pourquoi j'ai été embauchée particulièrement c'était la raison principale c'était pour vraiment faire la promotion touristique envers les étrangers donc il n'y avait pas vraiment de Ouais, on va dire de cible particulière. Malheureusement, avec Corona, c'est vrai que bah, ça a vachement changé nos plans parce que du coup, ouais. bah, j'ai été embauchée en juin 2019 et Corona a commencé en Corée en janvier, février 2020.
Donc c'est vrai qu'en fait, j'ai même pas fait Oui. 6 mois de travail et ensuite la situation a été ce qu'elle était. Et pareil, avec nos tours de bus, on a dû arrêter pendant longtemps, on les a recommencés, on les a re-arrêtés. Donc c'est vrai que c'est toujours pas facile. Normalement, on devrait recommencer les tours de bus là dans 2 semaines, mais en fait, c'est une situation un peu particulière. Ce qui fait que au départ, j'étais censée me focaliser vraiment sur la promotion touristique pour les étrangers, faire des tours en anglais et tout et tout. Et puis au final, on n'a que des touristes coréens pour le moment, donc c'est plutôt du tourisme local qu'on a. Donc du coup, j'ai dû D'accord. un petit peu m'adapter à ça. J'ai dû apprendre des textes en coréen, comment présenter des tours en coréen, et c'est toujours un challenge. Voilà. J'imagine. Par défaut, c'était en anglais avant, c'était Bah pas en français en oui, fait, ouais, ouais, au début hors c'était en Covid. anglais et puis bon, j'ai vite très bien compris qu'ils m'ont dit bon bah va falloir qu'on fasse les tours aussi en coréen et au final comme on a très très peu de touristes étrangers, on en a quelques-uns, surtout en automne parce que notre région est connue euh, pour les parcs nationaux, donc du coup beaucoup de touristes, que ce soit des expatriés ou des Coréens eux-mêmes, ils viennent généralement dans notre région, particulièrement en septembre, octobre, novembre. Donc j'ai eu pas mal de touristes étrangers à cette période-là, mais sinon le reste de l'année, oui, on va dire à 90%, c'est des Coréens. On a pas mal de sauces fermentées et en fait des sauces traditionnelles coréennes. Donc celle qui est la plus connue, c'est le gochujang. Donc le gochujang, c'est la pâte de piment rouge fermenté qu'on utilise souvent pour D'accord. faire pour manger par exemple bibimbap. Et Oui. sinon, après, on a toutes les autres sauces fermentées qui sont le doenjang, ganjang, jongukjang et d'autres jang. En fait, jang en coréen, ça veut dire sauce. Donc voilà. Donc D'accord. oui, oui, on a énormément de sauces fermentées en fait dans la ville. Et donc du coup, la ville, elle est vraiment en fait, on s'occupe de la promotion touristique et on met vraiment en avant cette particularité-là de la région, quoi. Et hors période Covid, ça faisait déjà partie sous le champ j'ai envie de dire, du parcours touristique, hein, d'un des endroits que les étrangers visitent, ou au contraire, justement, c'est un peu ton rôle d'essayer de le mettre Non, sur la carte. justement, oui, voilà, c'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que c'est pas une destination très connue, c'est pas une ville très connue, c'est pas forcément facile d'accès non plus parce que par exemple, on n'a pas de station de train, donc du coup, les personnes qui veulent nous rendre visite, soit il faut qu'ils aient une voiture, soit venir en bus. Mais et donc du coup, c'est vrai que les villes telles que par exemple Namwon, Gwangju, Jeonju, qui sont situées assez proches, tu vois, par exemple. Gwangju, c'est situé à 40 minutes, Jeonju 50 minutes, Namwon 35 minutes. Toutes ces villes-là sont vachement plus touristiques que Suncheon. Mais le but de m'avoir engagée, oui, voilà, c'est de faire un petit peu la promotion envers les étrangers et aussi envers les expatriés qui habitent, par exemple, dans ces villes-là et qui voudraient visiter les environs et du coup qui pourraient venir genre un week-end ou une journée visiter la ville et les quelques attractions qu'on a dans la ville, quoi. Oui, ceux qui Voilà. sont à proximité, ça peut être un trip à la journée ou un week-end Oui, oui. d'excursion. Passer le week-end. Après, ça fait pas mal de route. Oui, c'est à peu près situé à 4 heures de route de Séoul. Donc, si on vient un week-end, vaut mieux dormir une nuit au moins sur place pour pouvoir avoir le temps de voir des choses et puis de pas faire que de la route, quoi. Donc, c'est 4 heures de Oui, bus ouais, aller. ouais, ouais. Mm, mm. D'accord. Très bien, très bien. On va revenir un petit peu sur Oui, ton pas de parcours, si souci. tu veux bien. Déjà, tu es originaire La d'où? région De quelle lyonnaise. région? D'accord. Où ça précisément? Alors, je suis née à Villeurbanne et j'ai Mhm. fait mon école primaire à Iseron, donc c'est dans les monts du Lyonnais. Et après, Vouvray et Lyon D'accord. majoritairement, ouais. Donc voilà. Mais en fait, j'ai fait un bac STG. Et lorsque donc maintenant, ça doit être STMG, un truc du genre. Mais vu que les filières, elles changent tout le temps. Mais, mais quand j'ai eu Ouais, 19 ouais. ans, en fait, j'ai décidé de pas aller à l'université tout de suite et j'ai fait un Working Holiday Visa, un PVT, en Australie. Donc, du coup,
Déjà Ouais. jeune, dès le bac en poche, je suis partie à l'étranger en fait. En J'ai Australie, ça? commencé par Melbourne. J'ai fait du volontariat à Melbourne pendant 4 mois et ensuite j'ai visité aussi le nord. Donc j'ai pris un avion, je suis allée à Darwin. J'ai fait le centre de l'Australie. Donc je suis allée voir les Ayers Rock, Katajuta, Kings Canyon, enfin tous les parcs un petit peu nationaux, pardon, australiens. Et ensuite j'ai déménagé à Sydney où j'ai bossé dans un hôtel à Sydney. Et ensuite, je suis remontée sur toute la côte est jusqu'à Cairns et la Grande Barrière de Corail. Voilà, donc j'ai pas mal vécu, enfin pas mal voyagé en Australie aussi. Et l'objectif de ce voyage, c'était apprendre l'anglais, c'était voyager, c'était se faire une expérience professionnelle à Un petit peu l'étranger ou tout un peu de tout ça, oui. ça? Bah, ma mission principale, c'était d'apprendre l'anglais. J'avais pas forcément d'argent quand je suis partie, donc du coup, j'ai décidé de faire du volontariat pour pouvoir pratiquer mon anglais sur place sans que le coût de la vie me coûte trop cher. Et puis une fois que j'ai pu maîtriser l'anglais, je voulais me faire aussi une première expérience dans le milieu du tourisme, de l'hospitalité, et donc du coup, enfin hospitality, hôtel et tout. Et du coup, c'est pour ça que à Sydney, j'ai pu trouver un job de réceptionniste en fait dans un hôtel. Et ça m'a confirmé que je voulais faire des études dans le tourisme. Donc c'était un petit peu des deux, de essayer de trouver ma voie, quel type d'études je voulais faire, apprendre l'anglais pour pouvoir m'en servir ensuite à l'international. Et puis aussi, j'étais passionnée de plongée sous-marine, donc du coup, c'est pour ça que j'avais choisi l'Australie pour pouvoir faire pas mal de plongées sur place. Donc, Ah 4 mois non, en j'ai fait un Australie, an. c'est ça? J'ai fait un an en tout. Ouais, j'ai fait 4 mois à Un an, Melbourne. d'accord. J'ai fait 2 semaines à peu près de road trip. Ensuite, j'ai fait 4 mois, 5 mois à Sydney. Et ensuite, j'ai fait toute la côte Est qui m'a pris à peu près 2 mois. Donc oui, en tout, j'ai mis à peu près un an, un an de voyage, un an de break, quoi. Ouais. Et D'accord. Et ensuite, ensuite? je m'étais dit, j'allais faire mes études de tourisme, donc j'avais que le bac en poche à cette époque-là. Mais par contre, je m'étais dit, ah, Mhm. je veux pas forcément les faire en France, donc du coup, je m'étais un petit peu renseignée, j'avais regardé un petit peu pourquoi pas faire mes études à l'étranger, mais au final, c'était extrêmement cher et compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de faire un BTS tourisme avec le CNED. Et j'ai en fait par correspondance et je suis partie vivre 2 ans en Thaïlande à Chiang Mai à ce moment-là. Donc du coup j'ai vécu D'accord. 2 ans en Thaïlande, donc je faisais mon BTS tourisme par correspondance et je suivais aussi des cours de thaïlandais à l'université de Chiang Mai. Tout le monde me prenait un peu pour une folle parce que c'était quelque chose que personne ne faisait, mais j'ai réussi. Et puis au bout de 2 ans, il fallait que je rentre en France quand même pour passer l'examen final en présentiel que j'ai eu. Et je suis à cette période-là, en fait, je savais pas trop s'il fallait que j'arrête mes études ou pas, mais j'avais vraiment envie de vivre en Asie. Et le problème, c'est qu'en fait, le BTS, il n'est pas du tout reconnu à l'international, en fait. C'est vraiment une formation française, bac+2, mais Ouais. ça ouvre pas beaucoup de portes si on veut vivre ou travailler à l'international. Et du coup, au bout de ces 2 ans, enfin au bout de ces un an en Australie, 2 ans en Thaïlande, je suis rentrée en France et en fait, j'ai fait un concours passerelle à l'école. À l'époque, c'était Supdeco La Rochelle, donc c'était une école privée de tourisme et de management. Et du coup, je suis rentrée en troisième année. J'ai fait ma D'accord. dernière et troisième année de bachelor, licence dans le tourisme à La Rochelle. Et du coup, pourquoi j'ai choisi cette école, c'est qu'en fait, cette école-là, la troisième année, elle se divisait en deux. Donc, c'était 6 mois de cours à l'école et 6 mois de stage. Et c'est grâce à ce stage-là que j'ai pu venir en Corée du Sud. Donc, au final, sur tout mon parcours scolaire après le bac, en fait, j'ai passé que 6 mois en France parce que j'ai fait la plupart de mes études par correspondance ou en stage à l'étranger. Voilà quoi. La Thaïlande, je suppose que c'était parce que c'est plus facile d'habiter en Thaïlande que dans d'autres pays d'Asie, et puis c'est moins Oui, cher aussi ouais, quand c'était on un est petit peu tout étudiant, ça. j'imagine. C'était que j'étais très intéressée par l'Asie du Sud-Est, que la Thaïlande, j'y étais allée en vacances et que j'avais vraiment eu le coup de cœur. Et que oui, le coût de la vie était pas cher du tout. Donc c'est vrai que ça me permettait
de faire mes études par correspondance et non plus de pas dépenser trop de sous sur place parce que j'avais vraiment pas beaucoup de sous. À l'époque, j'étais boursière, mais bon, voilà quoi. Et puis sur place, en fait, quand j'étais allée en vacances, on était resté dans une guest house avec ma maman. Et en fait, j'avais bien sympathisé avec le propriétaire de cette guest house agence de voyage. Et du coup, Ah bah, ouais, pendant mon BTS, il fallait aussi que je fasse un stage et j'avais pu faire un stage chez eux, en fait. Du coup, c'est vrai que la d'accord. Thaïlande, bah, c'était vraiment le bon pays pour pouvoir faire mes études par correspondance, profiter aussi d'un coût de vie pas très cher. Et puis apprendre aussi une nouvelle langue asiatique parce que l'Asie m'intéressait beaucoup et comme j'étais sur place, je voulais en apprendre plus sur le pays, sur la culture et du coup je suivais des cours de thaïlandais à l'université pour mieux m'adapter dans le pays aussi. Donc, pourquoi le stage en Corée et pas en Bah Thaïlande parce qu'en après fait, en école de depuis commerce? que bien avant que je parte en Australie, en Thaïlande et tout, en fait, quand j'avais une dizaine d'années, chez mon grand-père, en fait, j'avais lu des livres sur la guerre de Corée et du coup, j'avais été intéressée par la culture coréenne depuis très très longtemps, en fait. Mais c'était pas un pays très facile d'accès. C'est connaissant un petit peu le niveau des études en Corée du Sud, c'était un pays qui était plus cher aussi. Que la Thaïlande et tout. Et je m'étais dit, bon, bah, je pourrais pas y aller tout de suite. Mais à la fin de mes études, comme je devais trouver un stage et D'accord. tout, je me suis dit, ah, bah, c'est peut-être l'occasion de tenter l'aventure. Et, euh, et pendant mes 2 ans en Thaïlande, en fait, j'étais déjà venue 2 fois en voyage repérage en Corée du Sud. Donc, j'avais pu me faire des amis sur place. Je connaissais pas mal de monde déjà à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, je leur ai envoyé un peu mon CV en disant, si jamais vous entendez parler d'une entreprise ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait chercher une stagiaire, n'hésitez pas à me dire. Mais quand je cherchais mon stage, j'ai envoyé à plein de pays différents. J'ai envoyé en Indonésie, au Laos, en Australie, voilà. Mais Ok. le destin a fait les choses, a bien fait les choses, et j'ai un de mes amis qui m'a recommandé une personne à Gwangju, et du coup, bah, c'est grâce à cette personne-là que j'ai pu faire mon stage en Corée du Sud. Et ça s'est tellement bien passé qu'une fois mon diplôme en poche, mon stage fini, il m'a embauché encore pendant 1 an sur place, quoi. Donc ça, c'est le Ouais, stage c'est en ça, guest oui. house à Guangzhou, c'est ça? Et ça dure 6 mois et ensuite il y a un an Oui, voilà, oui. En de fait, contrat. j'ai fait 6 mois, même plus longtemps en fait, mais j'ai fait à peu près 6 mois de stage. Ensuite, j'avais ma soutenance à l'oral pour finaliser mon diplôme, mais j'ai pu la faire sur Skype. Et du coup, j'ai réussi à passer mon diplôme. Et à ce moment-là, bah, du coup, j'étais diplômée. Mais comme mon stage se finissait, mon visa de stage étudiant se finissait aussi. Donc, mon maître de stage patron à l'époque m'a dit, bah écoute, si tu veux qu'on continue à bosser ensemble, comme tu viens d'être diplômé, que tu cherches ton premier emploi, si tu veux, tu peux faire un working holiday visa en Corée du Sud aussi. Et comme j'en avais déjà fait un en Australie, je m'étais dit, ah bah je connais le système, je peux en faire un aussi en Corée du Sud. Et Ouais. du coup, j'étais rentrée pendant 2, 3 mois voir ma famille, faire les fêtes de Noël, Nouvel An, remise des diplômes et tout. Et ensuite, je suis repartie en Corée avec un working et des visas. Et après, j'ai changé d'entreprise et ensuite, j'ai trouvé ce travail-là. Voilà. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais en gros, oui, c'est depuis ce moment-là que je suis vraiment restée et que je me suis vraiment expatriée en Corée du Sud. Ouais. Après, justement, Mhm. après le Working Holiday Visa, tu as une nouvelle Oui, expérience dans parce une qu'en fait, entreprise, une autre entreprise? mon patron, bah, au bout de presque 2 ans, parce qu'au final, j'ai travaillé ouais 6 mois, en fait 8 mois en stage chez lui. Ensuite, j'étais rentrée en France, j'étais revenue, j'avais fait 1 an chez lui, et donc du coup, au bout de à peu près 2 ans passés à Gwangju, et ben, j'ai essayé de trouver une entreprise pour me sponsoriser un vrai visa de travail cette fois-ci. Euh, mais du coup, bah, comme la guest Mhm. house et le café de voyageurs, c'était un tout petit business et ça, il n'y avait pas assez de revenus financiers par rapport à l'immigration. En fait, mon patron voulait m'embaucher, mais l'immigration a dit non parce que bah, pour eux, ils disaient que mon travail pouvait être remplacé par un Coréen ou une Coréenne et du coup, ils voulaient pas me donner un visa de travail. Donc, ouais, c'était assez frustrant, mais bah, c'est D'accord. comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, du coup,
j'ai été recommandée envers une autre entreprise. Par contre, cette entreprise-là, elle était située sur l'île de Gojedo, donc qui est à même pas 50 minutes de Busan, en fait. C'est la deuxième plus grande île de Corée après Jeju-do. En fait, cette île, elle est spécialisée dans la construction navale. D'accord. Oui, Et c'est oui, des belles plages, c'est ouais, ouais, il y a des de belles type un peu plages, paradisiaque, ouais. il y a des forêts de bambou, il y a des montagnes aussi. Après, l'île de Goje en elle-même, elle a une histoire particulière parce qu'il y avait des camps de guerre pendant la guerre nord-coréenne, enfin nord-sud coréenne. Donc il y a quand même une histoire particulière sur l'île. Mais oui, oui, il y a pas mal de pensions, comme ils Mhm. les appellent. Donc c'est un peu des, je sais pas, des Airbnb de luxe, on va dire ça comme ça, sur l'île. Donc beaucoup de Coréens y vont pour les vacances, pour l'été ou quoi que ce soit. Donc non, il y a pas mal d'attractions à faire sur place. Et du coup, j'avais été embauchée pour travailler dans le Centre culturel international de l'île de Gaudier. Et, euh, et j'ai aussi travaillé D'accord. comme assistant manager dans un petit peu café, book café ou quoi que ce soit. Mais au final, bon, bah, ça s'est pas très très bien passé pour diverses raisons. Mais en fait, mon contrat de travail n'a pas forcément été respecté. Il y avait plein de choses sur lesquelles on s'était mis d'accord et ça n'a pas été le cas. Et le plus gros Ouais. problème, c'était qu'au final, moi qui m'attendais à avoir un visa de travail longue durée, au final, l'entreprise était capable de me sponsoriser un visa de travail que de 3 mois à chaque fois. Donc, je travaillais légalement dans le pays. J'avais un contrat de travail de 1 an, mais tous les 3 mois, il fallait que je sorte du pays, que j'aille au consulat de Corée au Japon et que je renouvelle mes contrats, enfin mon visa à chaque fois et tout. Et donc, tous les 3 mois, c'était ça, les allers-retours, les papiers, le stress. Et du coup, ça a mal fini. Ah oui, oui, c'est impressionnant, ça, parce que quand on sait, enfin, je sais pas en Corée, mais dans d'autres pays, quand on sait la paperasse, justement, que sont ces contrats de Ouais. travail et la lourdeur administrative, le Moi, visa de mon travail. contrat de travail était de 1 an. Et d'ailleurs, au départ, mon patron voulait le faire de 2 ans. Puis moi, j'avais dit, bon, signe 1 an, puis après, on voit. Bah, heureusement que j'ai fait ça. Mais au final, j'avais un contrat de 1 an. Donc, en fait, il y avait que l'immigration qui refusait de me donner un visa de 1 an. En gros, l'immigration me disait le même problème qu'en fait, j'avais à Oui. Gwangju, c'est-à-dire que l'immigration me dit, bah oui, vous avez un contrat de travail, c'est bien beau, mais l'entreprise, elle n'a pas assez d'argent, donc on ne peut pas vous donner un visa d'1 an. Donc, j'avais des visas de 3 mois que je devais renouveler à chaque fois, mais au bout de la troisième fois, bah, l'immigration, elle a dit, c'est pas possible de faire comme ça indéfiniment, quoi. Et moi, je leur ai dit, mais oui, moi, je suis bien d'accord, donnez-moi un visa d'1 an, comme ça, c'est torché, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, bah, voilà, au bout d'un moment, c'était compliqué et du coup, j'ai quitté mon travail à ce moment-là. Et justement, la question que j'avais, c'est, tu dis, ils veulent pas me donner un Ouais, visa parce mais que c'est en l'entreprise n'a fait pas assez d'argent. quand on emploie en tant qu'entreprise coréenne, quand on emploie un étranger pour travailler en Corée, déjà, il faut que dans l'entreprise, on ait minimum 5 employés coréens afin d'obtenir l'autorisation par l'immigration d'employer un étranger. Oui, d'accord. C'est cinq locaux pour un étranger, comme en Thaïlande, c'était Ouais, quatre ouais. locaux pour un étranger. D'accord. Donc effectivement, il faut déjà avoir Ouais. cinq Et puis employés ensuite, faut avoir coréens. un certain Mhm. chiffre d'affaires. Et si l'entreprise, soit n'a pas assez d'ancienneté, soit elle fait pas assez de chiffre d'affaires selon l'immigration, hein, pas selon le boss. Si le boss de l'entreprise il dit bah nous ça va, le chiffre d'affaires c'est pas grave, même si on gagne pas beaucoup c'est pas grave. Mais l'immigration elle va donner des quotas en fait d'un certain nombre d'argent que l'entreprise elle doit avoir tous les ans ou quoi que ce soit. Et si l'entreprise, par exemple, selon l'immigration, si l'entreprise elle a pas assez d'argent, bah ils refusent que l'entreprise embauche des étrangers parce que pour eux ils disent bah un étranger ça coûte trop cher donc autant embaucher un local, un un mi-temps ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'au final ça réduit vachement. Et D'accord. moi j'ai eu pas mal de problèmes à cause de ça parce qu'à chaque fois des entreprises coréennes voulaient travailler avec moi, mais à chaque fois c'était du côté de l'immigration où ça bloquait en fait.
Ouais, Et oui, mais ça veut dire une start-up qui exact. démarre et qui va perdre de l'argent pendant Ouais, 2 bah ans, peut exactement, pas c'est ça en recruter des fait. Donc étrangers? Comment ça se passe? moi par exemple, j'avais été embauchée pour travailler au Centre culturel international de Gautier, mais mon patron ouvrait en fait un nouveau business en parallèle et moi je devais être l'assistante manager de ce nouveau business. Mais l'immigration en a déduit, bon bah le business, on sait pas s'il va marcher ou pas. Il n'y a pas eu comment dire, de chiffre d'affaires pendant 1, 2, 3 ans, donc il n'y a aucune preuve. Donc du coup, bah on veut pas pour l'immigration en gros, ils se disent bah ça vaut pas le coup d'embaucher un étranger pour ça. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les startups, elles pourront pas embaucher d'étrangers parce que bah ça bloquera du côté de l'immigration. Même si on a enfin même si on a le CV parfait, même si on a les expériences, si le profil correspond à l'entreprise, bah l'entreprise elle sera dans l'incapacité de nous embaucher parce que bah même si elle veut, du côté immigration, ça marchera pas. Donc c'est pour ça que en tant qu'étranger, bah, c'est ultra frustrant parce que D'accord. la plupart du temps, justement, c'est dans les startups ou c'est dans les petites entreprises un peu innovatrices où ça colle bien et où on peut être un peu passe-partout et on peut bosser dans plein de secteurs différents. Mais malheureusement, du côté de l'immigration, en fait, bah, en gros, très simplifié, il y a que les grosses entreprises qui sont autorisées à embaucher des étrangers, quoi. Et oui, du coup, ça Ouais. limite énormément. Ok. Et quand tu dis un étranger, ça coûte plus cher qu'un local, est-ce que c'est vrai dans les faits? C'est-à-dire, est-ce que effectivement les étrangers sont payés plus que que les locaux pour un type Bah, moi, je d'activité dirais similaire? non. En fait, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, une entreprise, elle va vouloir embaucher pour le même salaire un Coréen ou un étranger. Mais le problème, ça va être encore une fois l'immigration qui va demander des quotas de salaire. Donc, par exemple, moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que bah, mon salaire, en fait, je suis payée exactement pareil qu'un Coréen. Je suis même des fois payée moins que mes collègues, hein. Donc, voilà, mon salaire, il est vraiment basique, basique. Mais, mais, mais Mhm. j'ai eu de la chance parce que j'ai eu mon premier visa de travail il y a 2 ans. Mais depuis 2020, fin 2020, apparemment, la loi, elle a changé. Et maintenant, un étranger qui commence à travailler dans une entreprise en Corée pour pouvoir avoir pas une extension de visa, mais pour avoir le visa pour la première fois, il faut prouver que le salaire annuel est de 30 000 dollars à peu près, mais à peu près 30 000 dollars à l'année. Alors que clairement, moi, par exemple, mon salaire actuel, il est même pas de 24 000 dollars, quoi. Donc, l'entreprise, pour moi, D'accord. m'embauche un certain salaire. On me propose un salaire, je l'accepte ou pas. Après, ça, c'est mon problème. Mais malgré ça, ben, si l'immigration, elle donne des quotas de salaire et ils disent, bah, si vous voulez embaucher un étranger, il faut que minimum vous le payiez tant. Bah, forcément, du coup, les entreprises, elles vont vraiment sélectionner l'étranger qui va vraiment leur apporter une plus-value parce que sinon, ça leur coûtera plus cher que le salaire normal d'un Coréen, quoi. Donc, voilà. Et après, sur ce D'accord. salaire-là, on paye des taxes aussi. Donc, c'est ça que. Donc, ça, c'est le salaire minimum coréen. Donc, si on est payé comme un Coréen normal au salaire horaire de base, ouais, c'est 6,50 € de l'heure le salaire, quoi. Donc, euh, donc, pour pouvoir obtenir à peu D'accord. près 30 millions, enfin 30 000 dollars par mois, par an, il faut avoir un salaire enfin supérieur à ça, quoi. C'est souvent les étrangers qui sont employés, c'est des personnes qui sont quand même très qualifiées, qui ont de l'expérience et qui ont bah, un atout à mettre en avant parce que maintenant, bah, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de quota, donc c'était vraiment en fonction de l'entreprise, quoi. Mais maintenant, s'il y a un quota minimum de salaire annuel à avoir pour employer un étranger, bah, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, elles vont pas forcément vouloir investir parce que ça paiera plus cher un étranger qu'un Coréen, quoi. Après, il y a les Oui, oui, histoires bien sûr. Oui, tout d'ancienneté, à il y a fait. les histoires de niveau, de grade et tout qui rentrent en compte. Donc, un étranger ne sera pas forcément mieux payé qu'un Coréen parce que si les autres collègues ils sont là dans l'entreprise depuis longtemps ou quoi que ce soit, eux, leur salaire sera plus conséquent que nous, forcément. Mais enfin, c'est tout mélangé, quoi. Tous les 3 mois, il fallait refaire la demande et il y avait quand même un risque que, arrivé au Japon, ils me disent, ah bah non, désolé, vous en avez demandé trop ou c'est plus possible. Et moi, après, bah, j'ai toute ma vie en Corée, j'ai mes affaires, j'ai mon appart, j'ai tout, quoi. Donc,
Le 3 jours, passaporte. fallait que je prenne un hôtel, que j'attende. En plus, je laisse mon passeport au consulat, donc du coup, je peux pas non plus. Enfin, je suis bloquée au Japon quand ils gardent mon passeport pour faire le visa. Ouais. Et puis, pas seulement ça, mais du coup, sachant qu'on n'a pas beaucoup de vacances en Corée, moi, j'étais obligée de poser des jours pour pouvoir sortir du territoire et faire mes extensions de visa. Donc, au final, moi, tous les 3 mois, fallait que je pose 3 ou 4 jours de vacances pour pouvoir faire mes allers-retours et redemander mon visa. Donc, au final, j'avais jamais de vacances, quoi, parce que, enfin, je prenais mes vacances en partant au Japon parce que, bon, une fois que le passeport il est déposé, le dossier est déposé, bah, j'avais 3 jours pour visiter et pour me faire plaisir. Mais au final, je n'avais pas vraiment de repos comme je voulais Ouais. parce que bah, toutes mes vacances, mes jours de vacances autorisés avec mon travail, bah, je les prenais pour faire mes demandes de visa, quoi. En Bah, termes je de crois que vacances, tu j'en avais combien de avais, jours à l'époque? je me rappelle même plus, mais je crois que c'était 15, ouais, à peu près. Oui, 15 jours, c'est un petit peu le en fait, standard, non, la loi, ici, ça 15 jours de dépend vacances? le type de travail qu'on fait ou quoi que ce soit. Par exemple, moi, là, au gouvernement, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 11 jours à l'année. Euh, et ensuite, ça augmente. Quand tu dis 11 jours, pardon, quand tu dis 11 jours ou 15 jours, on parle de jours ouvrés Bah, ou c'est en c'est semaine enfin, ou en c'est comment? journée. Donc après, on peut les prendre comme on veut. Je sais pas trop comment le dire, mais Non, ce que je voulais dire, non, ça enfin, inclut les ça inclut week-ends pas les ou deux pas? jours qu'on a de repos par semaine. Donc au final, par exemple, si j'ai Oui, c'est pas 11 forcément le week-end. jours, c'est vraiment mes jours que je peux poser. Mais après, je peux les assembler avec mes 2 jours de congé par semaine, quoi. D'accord, donc quand tu dis 15 jours, en gros, Ouais, ça fait 3 semaines de congé, oui, c'est ça. si tu ajoutes les jours de repos, d'accord. Et donc, Et, tu as quitté l'île, et ben après, du coup, bah, finalement, je suis retournée à la base, pour donc aller à où? Gwangju, parce que c'est là où j'avais bah, tous mes amis et que je connaissais tout le monde. Et, euh, et puis bah, à ce moment-là, du coup, j'ai essayé de retrouver du travail, mais c'était ouais, c'était quasi mission impossible, quoi. Donc parce que bah à l'époque, je parlais pas non plus couramment coréen, parce que bah du coup, en perdant mon contrat de travail, en Mhm. quittant mon travail, bah je perdais mon visa. Donc en perdant mon visa, je retournais en version touriste. Donc fallait que je retrouve une entreprise pour me sponsoriser un visa et ainsi de suite. Et en fait, c'était l'engrenage, c'était je perds mon visa, donc, enfin, je perds mon travail, donc de un, j'ai plus d'appartement, de deux, j'ai plus de visa. Si j'ai plus de visa, mon numéro de téléphone se coupe parce qu'en gros, en Corée, selon les abonnements qu'on a, si on n'a pas de visa, bah, on n'a plus de numéro de téléphone. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est tout ça Ah que bon? beaucoup de gens comprennent pas, mais en fait, c'est du moment où on quitte son travail et où on n'a pas une situation stable avec un visa et tout, bah, ça devient très compliqué, en fait. Et Au pas de téléphone? visa vraiment long terme et que mes visas de travail, c'était que des courtes durées. En fait, en Corée du Sud, quand on va pour demander un numéro de téléphone, on a deux options. En fait, on a soit l'abonnement annuel ou sur 2 ou 3 ans, selon les abonnements qu'on prend. Mais ça, faut qu'on prouve qu'on a un visa longue durée, en fait, en Corée. Et on a la Alien Card. Donc, la Alien Card, c'est un peu la carte D'accord. d'identité coréenne qu'on obtient quand on a un visa de longue durée. Mais comme moi, j'avais que des visas de travail, mais de courte durée, de moins de 90 jours, ben, je pouvais pas obtenir cette carte-là. Et donc, du coup, l'entreprise enfin, de téléphone, en gros, il me disait, bah, si vous n'avez pas cette carte-là, et ben, on vous donne pas d'abonnement annuel ou sur 2 ou 3 ans. Vous payez par mois, vous rechargez un peu comme une carte SIM qu'on recharge, quoi. Donc, du coup, bah, Un du prepaid. moment où j'avais perdu mon visa et machin, bah, du coup, je Ouais. payais tous les mois, mais du coup, après, au bout d'un moment, ils suppriment ton numéro. Si t'as plus de numéro, bah, comment tu charges du travail? Comment les gens, ils peuvent te joindre? Enfin, toute une histoire comme ça qui fait qu'au final, ça recommence les galères, quoi. Donc, c'était pas très facile. Et c'est dans cette situation-là que du coup, mon ami qui habitait à Sunchang m'a présenté aux membres du gouvernement local en disant, bah voilà, Léa, elle est dans cette situation-là, mais par contre, c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler en Corée. Si vous voulez vraiment, enfin, si vous cherchez quelqu'un qui est dans le tourisme et qui peut faire le job, bah, proposez-lui un emploi, quoi. En gros, c'était ça. Ben, donc, Ouais. du coup, le D'accord, gouvernement était d'accord. très intéressé par Ah mon oui. profil, mais ça, c'était en décembre. C'était début décembre 2000. 2000. Attends, je sais plus.
C'était début décembre 2018, du coup. Et ouais, il y a 3 ans à peu près. Et à ce moment-là, ben, le gouvernement était intéressé, mais le problème, c'est que c'est énormément de papiers, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'étrangers qui travaillent pour le gouvernement en Corée du Sud. Oui, nulle part d'ailleurs. Ouais. C'est vrai quand on dit quand on dit fonctionnaire ou employé du gouvernement, c'est vrai qu'en général on s'attend à ce que les gens aient la Ouais. nationalité, qu'il y ait des critères un peu stricts, des concours des Donc fois. pour ça, pour cette raison-là, bah, Donc en fait, je suis effectivement, rentrée oui, en oui, France pendant 5 mois à peu près, parce qu'en fait, bah, le temps qu'on me crée une place, puis le temps qu'on fasse toutes les démarches administratives, que je remplisse tous les papiers, que je postule officiellement à l'offre d'emploi du gouvernement, que j'ai les différentes interviews, les photos, enfin, lettres de motivation, machin, machin, tout ça, en fait, ça m'a pris à peu près 6 mois, ouais. oui, ils ont fait une espèce de process Exactement. officiel où Ah ils ouais, ont tout à publié fait, l'annonce, parce que etc. même s'ils voulaient m'embaucher D'accord. moi, Ah, c'est ok, donc ça a illégal pris 6 d'embaucher mois. quelqu'un juste parce qu'ils le veulent, parce que c'est le gouvernement, donc ils sont obligés de faire une offre d'emploi publique en fait, où tout le monde peut accéder et postuler. Donc du coup, j'ai postulé Voilà, comme peut-être d'autres gens, je sais pas combien de d'accord. personnes ont postulé à cette offre d'emploi, mais bah, après ils avaient fait en sorte que l'offre colle à mon profil pour que je puisse être sélectionnée quoi, mais bon. J'étais obligée de passer par toutes les étapes, faire toutes les lettres de motivation, euh, des job plans. Donc, job plan, en gros, c'est très Ouais, coréen, mais c'est faut décrire sur 5 pages tout en coréen qu'est-ce qu'on planifie de faire pendant la période du contrat et tout et tout. Enfin, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents, ouais. ouais. Oui, mais j'imagine qu'il y a deux critères qu'on jouait, c'est qu'effectivement, Oui, donc j'avais appris le coréen, mais je parlais d'entre-temps, tu avais pas appris le coréen, assez pour non? C'est pouvoir ça? devenir fonctionnaire pour le gouvernement, hein. J'avais pas du tout enfin, un niveau suffisant pour ça. Non, ce qui a joué, c'est que bah j'ai été présenté, introduit au gouvernement grâce à mon ami, parce qu'au final, le réseau en Corée, ça fait tout. Et puis après, oui, parce que j'avais fait pas mal de Oui, télé, que clairement. j'avais mon expérience, que j'avais déjà mes 2 chaînes YouTube à l'époque. Donc, du coup, ils ont pu voir mon travail. Et puis, j'étais diplômée dans le tourisme, j'avais de l'expérience aussi dans le milieu. Donc, du coup, grâce à tout ça combiné, ils se sont dit, ah, bah, c'est la personne qu'il nous faut. Donc, voilà. Mais c'était pas gagné, quoi. Mais justement, c'était le deuxième point auquel j'allais arriver, c'est Bah, en fait, qu'entre-temps, tu étais moi, j'ai devenue commencé aussi YouTube il y YouTubeuse. a 4 ans et demi, il y a 4 ans, 4 ans et demi, en fait. Du moment où je suis arrivée en Corée, j'avais commencé mes chaînes YouTube, donc ça fait longtemps. Après, c'est pas... en fait, avant d'en faire mon travail maintenant, parce que c'est une partie de mon travail, avant, c'était plus une passion et vraiment un moyen de pouvoir un petit peu montrer bah, mon stage, comment ça se passait, comment est la ville de Gwangju et les différentes destinations que je visitais pendant mon temps libre, en fait. Mais, euh, mais grâce à ma chaîne YouTube et grâce à mes différents voyages que j'ai pu montrer, puis après, je faisais des concours vidéo aussi, donc j'ai gagné pas mal de certificats, enfin comment dire, de prix de concours vidéo en Corée du Sud. Donc, grâce à ça, bah, j'ai attiré la télé en fait, parce que du coup, l'Office du tourisme de Corée, elle organise régulièrement des concours vidéo. Donc, en fait, c'est quand on a une chaîne YouTube, on peut, bah, on poste une vidéo et après, on l'envoie c'est une sorte de concours en fait. Donc, du coup, bah, en fait, on envoie la vidéo, on participe au concours et ensuite l'Office du tourisme sélectionne les meilleures vidéos et on peut gagner des prix. Ça peut être de l'argent, ça peut être des caméras, ça peut être des choses un petit peu pour promouvoir la Corée en fait de ce cas. Mais il y en a beaucoup en Corée du Sud des concours vidéo, donc du coup bah c'est vrai que si on est passionné par le montage vidéo pour faire un peu des documentaires ou partager sa passion sur certains sujets, c'est un moyen des fois de temps en temps de gagner des récompenses ou des tickets de concert ou des invitations pour des événements ou des trucs comme ça et du coup c'est ça quoi. Et du coup, il y en a pas mal en Corée qui font ça. Et c'est pas, on peut pas gagner sa vie en faisant ça, mais ça permet de faire bah d'avoir un petit bonus ou des fois, par exemple, ça peut être une caméra, une GoPro, un drone, ce qu'on veut, quoi. Puis ça donne peut-être un peu Exactement, d'exposition exactement. aussi, Donc non? du Ça fait coup, des fois, découvrir ça attire ta chaîne YouTube. des nouveaux abonnés. Des fois, les gens ils sont curieux, ils se disent ah tiens. Et puis bah la télé aussi parce que du coup, si
moi, j'ai vraiment gagné pas mal de concours, hein. Je pense que j'en ai gagné bien une dizaine ou une quinzaine. J'avoue que j'arrête de compter. Grâce à ça, il y a des chaînes de télé qui se disent, ah tiens, j'ai vu la vidéo de un tel. Ah bah son mode de vie m'intéresse ou la région m'intéresse. Donc du coup, ils peuvent me contacter sur ça, quoi. Oui, oui, j'ai vu effectivement, Ouais. j'ai regardé tes vidéos, donc ta chaîne YouTube, Les Adventures, hein, c'est ça. J'ai regardé tes vidéos et j'ai Ouais, vu pas que tu mal. disais que tu étais Pareil, souvent passé j'ai à la télé arrêté une de trentaine de compter. fois, si je me souviens bien. Bah, hier soir aussi, j'étais à la télé, chaîne C'est nationale et tout énorme, sur ça paraît énorme. KBS, mais ce matin aussi. Enfin, ouais, en fait, je participe à différentes émissions, documentaires, interviews et tout, et donc du coup, c'est vrai que ouais, j'apparais souvent à la télé ou dans les journaux, dans les journaux locaux, quoi. Et ça aide à ta carrière ou Euh, ça n'a pas Bah, je d'impact, c'est plus dirais sur le plan que personnel? oui, ça m'a aidé parce que grâce à cette exposition médiatique et grâce à cette expérience, bah, j'ai pu en partie obtenir mon travail parce que bah, c'est vrai que on va dire ça en jette quoi quand on met ça sur son CV, quand on montre un peu les différentes émissions ou journaux dans lesquels on est apparu. C'est vrai que ça fait bonne impression pour le gouvernement et puis ça donne une bonne image de nous aussi, donc c'est sûr que c'est un plus. Euh, donc oui, c'est bien pour mon portfolio, pour mon expérience professionnelle. Et puis moi, j'aime être devant la caméra, pouvoir partager ma passion et mon amour de la Corée, de la culture coréenne. Donc c'est vrai que plus j'ai d'expérience dans ce milieu-là, plus bah, je suis à l'aise devant la caméra et aussi plus c'est facile. Euh, voilà, d'être aussi, parce que plus on apparaît à la télé, plus les gens vont nous contacter aussi. Donc, du coup, c'est toujours intéressant comme expérience. Et puis, de voir la différence aussi entre moi, filmer mes vidéos Oui, c'est toute clair. seule avec ma petite caméra, faire mes vidéos YouTube, et puis voir l'envers du décor, les grosses productions ou les grosses émissions de télé où il y a des crews, enfin des équipes de 14 personnes qui nous filment, 10 caméras sous tous les angles et tout, c'est intéressant comme expérience. C'est en coréen en général? Tu parles coréen ou tu Je parles pense que j'ai anglais, fait qu'une français? seule émission où je devais parler anglais, c'était Arirang TV. Euh, C'était l'émission Earth to Earth où là j'étais allée sur le plateau studio et j'avais eu une interview de à peu près 50 minutes en anglais et tout sur les plateaux studio de Arirang TV. Mais sinon, oui, c'est généralement en coréen parce que bah, toutes les émissions, les interviews sont en coréen. Si c'est des émissions style un peu documentaire, TV show où je dois montrer ma vie en Corée, alors là, les équipes viennent ici. Donc, que ce soit des équipes de Séoul, parce qu'en fait, c'est pareil, en Corée, bah, c'est un peu comme France 3, il y a la chaîne nationale et puis après, il y a les chaînes régionales. Donc, mais la plupart du temps, je dirais 85% du temps, 90% du temps, c'est les équipes qui viennent jusqu'à moi et qui me filment en situation réelle. Et puis, on va dire 10% du temps, je suis invitée à Séoul pour aller faire les interviews en plateau télé, quoi. Généralement, quand je monte à Séoul, si je me fais payer au moins le voyage, mais la plupart du temps, en fait, les émissions télé que je fais, je suis pas rémunérée, quoi. En gros, j'ai peut-être filmé, ouais, je sais pas, 20 ou 30 émissions, et Oui. sur les 20 ou 30, j'ai dû être payée 5 fois, quoi. Voilà, après, ça fait partie de mon travail aussi, et puis j'aime ça, donc c'est pas un souci, mais c'est vrai que des fois, ça demande quand même pas mal d'investissement, ça demande de l'organisation. Des fois, on filme du matin jusqu'au soir. Et bon, le fait de pas être payé, des fois, c'est un peu, voilà, c'est un peu déprimant. Tu me dis, ah ouais, je propose que je guide certaines célébrités pour leur montrer la région, des choses comme ça. Après, c'est souvent pendant une heure de travail, donc c'est pas un souci puisque de toute façon, je suis payée, c'est en partie, Ah ça fait oui. partie de mon travail de promouvoir la région. Mais des fois, quand c'est sur mes jours de congé ou des choses comme ça, bah, on me demande d'aller à tel point de rendez-vous, de machin, et des fois, on reçoit aucune rémunération pour ça. Et c'est vrai que bah souvent quand on voit les émissions de télé coréennes ou les étrangers qui apparaissent à la télé, on se dit ouais, ils sont riches, enfin ils sont connus et tout. Et en vrai, l'envers du décor, c'est que bah on est souvent pas payé ou très mal payé et par rapport au nombre d'heures qu'on fait quoi. Mais après, voilà, faut prendre un petit peu tout en compte. Faut Ouais. se dire, ouais, bah, D'accord. Ok. mais ça reste quand même une bonne.
enfin une bonne promotion, ça permet d'accéder à d'autres choses ou de se faire connaître dans le pays. Donc ça dépend après comment dire, les envies des personnes qui voudraient faire de la télé, quoi. Si on se dit ça va être un métier, je vais gagner ma vie avec ça, bah bonne chance. Mais si c'est pour plus se faire de la promotion et une expérience dans le métier, alors oui, ouais, là ça vaut le coup, quoi. Ouais, généralement sur les plateaux télé, on est rémunéré. Ah bon? Ah ouais? Mais par contre, tout ce qui est, on va dire un peu documentaire ou quoi que ce soit, ou les chaînes de télé régionales, ça paye pas, hein, clairement. D'accord. Je reviens sur YouTube. Au début, c'était un hobby. Euh, Maintenant, c'est toujours un En hobby ou fait, c'est moi, j'ai devenu deux quelque chose de chaînes YouTube. plus Donc, j'ai professionnel? Lee Expliquez-nous. Adventure, qui est une chaîne plutôt en français, même si j'ai posté quand même des vidéos en anglais. Mais bah, Lee Adventure, c'est plus ma chaîne perso, où je vais parler de différents sujets, où je vais Mhm. donner des conseils de voyage et plus pour les Français ou les francophones en tout cas. Ensuite, j'ai Jolago. Donc, Jolago, c'est ma chaîne un petit peu plus pro parce que c'est une chaîne qui est focalisée vraiment sur la région de Jeollado. Donc, c'est la région sud-ouest de Corée. Donc, on a Jeollanam-do et Jeollabuk-do. Et en fait, bah, Jolago, cette chaîne, je m'en sers aussi pour mon travail. Donc, du coup, c'est à travers cette chaîne que je poste mes vidéos de promotion de la ville de Suncheon. Et après, bah, quand je voyage, quand j'ai le temps, je peux faire la promotion d'autres villes. Et cette chaîne-là, voilà, elle est un petit peu plus à vision professionnelle, quoi, on va dire. Jolado, donc la province de Jolado, let's go. En fait, c'est ça, c'était un petit peu un jeu de mots que j'avais voulu faire. Et donc ça, c'est des vidéos qui sont en anglais et en coréen ou avec des sous-titres anglais ou coréen. Enfin, j'essaye de vraiment faire au mieux pour pouvoir permettre au maximum de gens qui veulent se renseigner sur la région de permettre d'avoir des sous-titres ou de parler différentes langues. Mais celle-là, c'est vraiment pour le tourisme international. Et donc, pour le moment, comme j'habite à Suncheon, bah, c'est vachement focalisé sur la ville de Suncheon. Mais de temps en temps, quand je visite d'autres endroits, je fais la promotion de ces villes-là aussi. Et Jolago, je l'ai commencé il y a longtemps, il y a à peu près 4 ans, ouais. 3 ans, je vois sur la chaîne. Ouais, ouais, ça, Et c'est moi ça qui fais t'appartient. Il tout. n'y a pas C'est de. moi C'est qui toi fais qui fais la tout. ligne Et sur mon éditoriale. autre Ça t'appartient chaîne, Lee à 100%. Adventure, bah, c'est pareil. Je fais tout depuis le début. Lee Adventure, ça fait pas mal de temps aussi que je l'ai. Ouais, ça fait 4 ans à peu près que je l'ai. Donc, mes deux chaînes sont pour un public un peu différent, mais elles montrent un petit peu ma D'accord. vie en Corée. Et puis, j'essaye un petit peu de parler de voyage, bah, de visa, de recommandations, enfin, un petit peu de tout, quoi. D'accord. Donc, les Adventures, tu as 1700 abonnés. Ouais. Jolago, 2000, un peu plus de 2000 abonnés. Est-ce que tu travailles Pour sur des l'instant, partenariats aussi pas. là-dessus avec des Pas, marques pour ou l'instant, pas du comment tout. ça se passe? J'avais eu une offre de partenariat avec ma chaîne Lee Adventure parce que j'avais une vidéo sur le Japon qui avait pas mal fonctionné. Parce qu'en fait, Lee Adventure, c'est aussi un petit peu sur mes voyages. Donc, j'avais posté une vidéo sur le Japon. Enfin, j'ai plein de vidéos que je veux poster, mais j'ai pas vraiment le temps de faire le montage vidéo et pour mon travail et pour mon perso. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, j'avais eu des offres de partenariat, mais bon, bah là, avec Oui. Corona, malheureusement, j'ai pas pu aller au Japon, donc j'ai pas pu faire ce partenariat-là. Des fois, en fait, il y a des partenariats, ouais, avec l'Office du tourisme ou avec comment dire, des entreprises spécialisées dans les activités touristiques à Séoul ou quoi que ce soit. Donc, il y a à peu près 3 ans de ça, quand j'étais toujours à Gwangju, j'avais participé à faire la promotion des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. Donc ça, c'était un gros projet que j'avais pu participer. J'avais pu aussi, mais c'était toujours en lien avec l'Office du tourisme en fait. J'ai jamais fait vraiment de partenariat avec des entreprises privées ou quoi que ce soit. Ok. Donc ça, c'est la chaîne. Donc effectivement, enfin les Oui. chaînes, deux audiences différentes. Et effectivement, c'est très lié à ton activité. Donc Ouais. présence sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Facebook, bah, c'est pas trop pour le Facebook, public ça donne quoi coréen, en hein. Corée? Instagram, autant ça fonctionne bien pour le public coréen, mais Facebook, non, les Coréens n'utilisent pas énormément
cette Ouais. plateforme-là. Enfin, mes amis qui ont voyagé ou qui ont un peu une sensibilité à l'international, oui, ils utilisent Facebook, mais sinon, la plupart du temps, pas mal de gens n'utilisent pas trop Facebook. Donc du coup, oui, plutôt Instagram ou même en ce moment TikTok, ça décolle en Corée du Sud. Donc du coup, c'est vrai que c'est deux plateformes à étudier. Donc là, en ce moment, tu disais, Ouais. c'est un peu un CDD, quoi, jusqu'à juin pour l'instant, qui peut être reconductible, hein, c'est C'est ça? Une 40 semaine heures. typique, c'est combien d'heures en En Corée? Ou en tout cas vrai, je pour toi? dirais que c'est, pour moi, personnellement, je suis entre 45 et 50 heures par semaine. Chaque heure que je travaille en plus de mes 40 heures, je suis payée pour mes heures sup. Donc ça, c'est bien parce que énormément d'entreprises en Corée ne le fait pas. Donc beaucoup signent un contrat, par exemple, de 40 heures et ils vont se retrouver à 60 heures par Ouais, semaine et les 20 heures qu'on passe, elles sont très peu payées ou pas du tout payées. Ce qui est légal, hein, mais bon, beaucoup d'entreprises encore ne payent pas leurs heures sup, quoi. ouais, Donc, par contre, si on dépasse le quota de 4 heures supplémentaires par jour, on n'est pas payé. Donc, en fait, par exemple, si je dois finir mon boulot à bah, bon, moi, c'est un peu différent, mais par exemple, si je finis mon boulot à 18 heures, moi, déjà, de 18 à 19 heures, je suis pas rémunérée si je fais une heure sup, parce que pour eux, ils considèrent que c'est le repas du soir. Et après, à partir de 19 heures, d'accord. je suis rémunérée pour mes heures sup jusqu'à 23 heures, donc de 19 à 23, 4 heures maximum. Donc, si jamais je venais à avoir un énorme projet et je dois finir à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, parce que ça arrive en Corée, hein, et ben, par contre, dès que le quota des 4 heures supplémentaires ils sont payés, bah en fait on n'est pas rémunéré aussi. Donc ça, c'est plein de petits trucs de la loi qu'on nous explique pas vraiment, mais du coup, voilà. Tu as dit les 40 heures, c'est plutôt une bonne surprise parce que vu de l'étranger, on a l'impression que la Corée, c'est Ouais, plutôt 50 ou normalement, 60 heures par bah, semaine. après, ça dépend, les Donc, entreprises, c'est contrat de pareil, 40 ça heures, c'est pas dépend mal. la responsabilité et tout. Je crois que légalement, enfin maintenant ça a changé parce qu'avec Corona, mais jusqu'à l'année dernière, c'était 52 heures maximum. Donc voilà. Mais bon, 52 heures légalement, on va dire marquées sur la feuille. Mais après, par derrière, les gens qui restent en pro de reprise, qui reviennent les week-ends, qui travaillent à point d'heure, il y en a beaucoup. Donc voilà. Bon, ça dépend vraiment. Mais moi, oui, voilà, c'est 40 heures. Généralement, c'est à Ouais, peu près 40 heures de travail d'accord. sur les contrats. Et ensuite, voilà, il y a des heures supplémentaires. Voilà. C'est rare en Corée qu'on n'ait pas d'heures sup quand même. En fait, Oui, la visiblement, ouais. première année, moi, Visiblement. Et j'avais donc, 11 15 jours de jours. vacances, à peu près, Ensuite, la deuxième année, par an. j'ai eu un jour de plus, donc c'était 12. Et comme j'ai pas utilisé mes congés maladie, j'ai eu un jour en plus. Donc au final, je suis passée de 11 à 13. Et ensuite, là, je suis passée de 13 à 15. Donc là, j'ai 15 jours cette année. Ouais. Bah, quand je fais les tours de D'accord. Donc, bus, toi, tu as non, 2 jours puisque de je dois congé par travailler le semaine. week-end. C'est pas le Donc samedi, généralement, je dimanche? prends mes jours de congé le jeudi, vendredi. Et par contre, si j'ai pas les tours de bus, bah, je suis en normal. Et donc du coup, ouais, je suis libre le week-end. Donc moi, je suis un peu comme un freelancer en fait. On me met un petit peu là où ça les arrange. D'accord. Et bon, mon emploi du temps change régulièrement, quoi. D'accord. Au niveau de la vie de tous les jours, tu en penses quoi? C'est plus facile, plus difficile? Qu'est-ce Bah, qui ce qui est sûr, te, c'est que niveau communication, qu'est-ce c'est qui te vachement change plus beaucoup, j'ai compliqué, envie de dire, par forcément, rapport à la vie en France? puisque je parle pas ma langue, on n'a pas les mêmes Ouais, us et coutumes, donc c'est vrai que forcément il y a des différences culturelles, il y a des différentes façons de penser qui sont pas forcément faciles à s'adapter. Il y a la culture du travail est quand même très très différente en France. C'est-à-dire qu'en France, enfin après bon, je parle juste de mon point de vue, mais en France on travaille pour se permettre, enfin pour accéder à un bon niveau de vie et pour réaliser ses rêves. Et en Corée, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pour eux, le travail et la culture du travail, c'est toute leur vie. Donc, bah, c'est pas un rêve en soi, mais c'est ce qu'on leur a appris c'est depuis qu'ils ça le sont tout rêve. petits. Donc Le du rêve, coup, c'est ça, c'est c'est le vrai que c'est travail. tellement ancré en eux que pour eux, bah, l'entreprise, le travail, c'est toute leur vie. Et à côté, la vie personnelle, bah, c'est le surplus. Alors qu'en France, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que oui, on travaille pour gagner de l'argent et tout, mais pour se faire plaisir dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc déjà, ça, c'est différent. Et c'est vrai que du coup, la limite
entre la relation collègue, la relation amie, la relation famille et tout, en Corée, elle est pas très définie en fait. C'est très compliqué. Du coup, c'est vrai que voilà, bah après il y a aussi les repas d'entreprise en soirée. Donc bon, là il y a Corona, donc c'est différent. Mais moi quand je suis arrivée, bah voilà, on allait au karaoké ensemble, on allait boire de l'alcool, on faisait les round one, round two, round three, genre jusqu'à tard la nuit. Et ça, quand on a une vie de famille ou quand on a d'autres plans juste pour la soirée, bah c'est pas facile parce que du coup c'est un peu obligatoire quoi. On fait bien comprendre que bah l'entreprise, la relation avec les collègues, elle passe avant tout et, euh, et toi après si t'avais d'autres plans à côté ou quoi, bah tu dois les annuler quoi. Donc c'est particulier ça. Parce que pour eux en fait ça fait partie de son travail aussi. C'est-à-dire que la cohésion de groupe, la relation que tu as avec les collègues, que tu construis, en fait, c'est le seul moment dans la soirée, journée, l'année, en gros, où on peut vraiment se dire les choses un peu en dehors du cadre de travail. Donc, en fait, pour eux, ils l'utilisent un peu comme un moyen d'extérioriser, de devenir plus proche avec leurs collègues et de vraiment t'inclure dans la vie de la société ou de l'entreprise. Et donc du coup, si on n'y va pas, bon bah si une fois ou deux on n'y va pas, qu'on a une bonne raison, mais c'est pareil, va falloir qu'on donne la raison quoi. Va falloir qu'on donne une raison, va falloir qu'on explique pourquoi on n'y va pas et machin et machin. Alors que voilà, enfin on serait pas censé donner des raisons quoi. Si tu ne veux pas y aller, on n'y va pas. Mais c'est pas comme ça en Corée. C'est voilà, donc il y a un peu cette sensation de responsabilité et un peu d'obligation, quoi. Alors après, ouais, moi, il y a des moments où j'y suis pas forcément allée, mais on va dire sur 10 fois, si on n'y va pas au moins 7 fois sur 10, ben, c'est mal vu, quoi. Des entreprises qui Et, vont forcer vraiment leurs collègues ou quoi à boire, à vraiment à rester ben, la première tournée, la deuxième tournée, la troisième tournée, et il va y avoir vraiment un rapport de force, de hiérarchie et tout. Et puis il y en a d'autres, c'est vachement plus cool. C'est juste un repas d'entreprise où tout le monde mange ensemble. On profite de manger un bon barbecue ensemble, on boit, on s'amuse et tout. Donc ça dépend les ambiances. Moi, je l'ai jamais vraiment. Enfin, une ou deux fois, je l'ai vu comme une contrainte, mais la plupart du temps, je passe un bon moment avec mes collègues et ça me permet de m'intégrer à la culture coréenne et d'observer aussi parce que c'est une des bonnes expériences quoi quand on est là c'est un peu voilà ça fait partie de la vie coréenne quoi mais selon les entreprises où on est ça peut vite dégénérer en fait donc ça dépend. oui, oui, tout à fait. Maintenant en plus la Corée elle change un petit peu cette comment dire cette culture de l'after work quoi donc avant, c'était vraiment, bon, alors premier round, c'est le restaurant, deuxième round, c'est le bar, troisième round, c'est le karaoké, quatrième round, nan. Maintenant, ça devient vachement plus soft. Enfin, c'est pareil, ça dépend des entreprises, mais par exemple, moi, plusieurs fois, j'ai juste retrouvé mes collègues et on est allé faire un bowling ensemble, quoi. Ou on allait faire du tir à l'arc en salle ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment plus un peu de l'intégration. Et une façon de connaître ses collègues que plutôt juste boire pour boire, quoi. C'est un peu différent. C'est une fois par mois en Ouais, moyenne, ouais, mais d'accord. après, Oui, ça parce que ça, rentre dans finalement, ça a dans aussi les un coûts coût pour d'entreprise parce que l'entreprise quand pour eux, même, ils ce genre considèrent vraiment que d'opération ça fait mensuelle. partie bah, je sais pas, du travail aussi. C'est inclus dans les coûts de l'entreprise généralement. Alors après, ça dépend. Si par exemple le budget il déborde, généralement ça va être le manager ou le chef du département qui va payer avec ses sous, avec sa carte. Parce que c'est aussi la personne qui est la plus rémunérée dans l'entreprise. Donc voilà, c'est si on dépasse le budget, ça va être aux personnes qui sont dans la hiérarchie de la société qui vont être le plus au-dessus qui paieront le reste quoi. Donc voilà. Mais pour eux, c'est comme ça, c'est culturel. Au plan personnel, est-ce qu'il y a Hors cadre des choses professionnel, difficiles? ben Je veux pour dire, moi les visas, hors cadre professionnel? clairement. Moi, c'est toujours été le même problème, c'est que bah c'est pesant à la longue de se dire que voilà, on est dans un pays, moi ça va faire bientôt 5 ans que je suis en Corée du Sud, et de toujours devoir remplir des papiers, remplir et de toujours chercher des moyens pour pouvoir obtenir le visa de résident et de n'être jamais sûr que je puisse rester l'année d'après ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça, à la longue, c'est vraiment stressant parce que au bout d'un moment, on n'arrive pas à forcément se projeter dans le pays.
Et du coup, bah, c'est compliqué Oui, bien de sûr. planifier quoi que ce soit et c'est stressant vraiment au quotidien. Voilà, après, bah, ouais, non, difficulté, ça va plutôt être pour socialiser parce qu'au final, après, je suis en campagne, donc c'est différent, mais bah, c'est sûr que moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'étrangers, moi, dans la ville où je suis. On doit être. Bah, moi, je connais qu'une seule autre amie qui est prof d'anglais ici, et du coup, voilà. Mais, euh, mais sinon, c'est difficile, voilà, d'avoir un réseau de vrais amis. Et la plupart des étrangers qui viennent en Corée, à moins qu'ils sont mariés, la plupart du temps, ça va être pour des courtes durées de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, du coup, c'est difficile de se faire des amis sur le long terme. Oui, Voilà. il y a beaucoup de rotation. Oui, Donc, c'est la vie de l'expatrié, effectivement, souvent. Il y a beaucoup de rotation dans les gens. fonctionnaire, non, pas du tout. D'accord. Je suis la seule. Tu connais d'autres étrangers qui sont fonctionnaires, d'ailleurs? Non, non, fonctionnaire, je suis toute seule. Après, d'autres Là, tu as étrangers, peut-être oui, créé oui, quelque dans d'autres chose, là, villes, oui, mais, effectivement. voilà, j'ai des amis qui ont différents types de métiers. Il y en a aussi qui sont étudiants et tout, mais voilà, mais après, c'est pareil, beaucoup de gens qui sont en Corée, ils se voient pas rester ici sur le long terme, quoi. La pollution, bon, toi, tu as la chance d'habiter Non, à la franchement, campagne, c'est j'ai envie de pas. dire. Enfin, oui, on Il y a a de de la la pollution pollution à de temps en Soonchang, et est-ce que c'est temps. un Bah, problème par pour toi, la exemple, apparemment, pollution en ce week-end, général? il y en avait, je l'ai pas trop ressenti, mais c'est vrai que ça, c'est un réflexe que j'ai pas encore, malgré que ça fait 5 ans que je suis là. Mais normalement, tous les Coréens, tous les matins, ils se lèvent, ils regardent le taux de pollution pour voir si c'est grave ou quoi. Bon, alors à la fois, avant Corona, on portait pas de masque, donc du coup, la pollution, dès qu'il y avait de la pollution, on mettait un masque. Bon, clairement, là, on porte Ouais, des masques tout le temps, donc ça change pas vraiment, en vrai. Mais non, ouais, nous, on n'a pas vraiment de ouais. problème de pollution. C'est ça qui est génial. C'est que moi, je vis vraiment dans une ville où il y a vraiment de l'air pur, l'eau pure. Et c'est vrai que l'environnement, il est vachement meilleur que les personnes qui peuvent vivre à Séoul et qui sont vraiment tributaires de la pollution, quoi. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent à Séoul et qui ont des problèmes de santé à cause de la pollution. Donc, c'est un problème réel en Corée. Mais alors, c'est surtout avec les vents. Et puis après, c'est pas que la pollution. Bah, il y a les usines aussi à charbon qui sont très utilisées en Corée du Sud pour produire l'énergie nécessaire à la Corée du Sud. Donc du coup, bah, tout ça fait que ouais, ça fait un combo vraiment ultra pollué, quoi. Donc ouais, c'est la pollution, c'est un réel problème et c'est pour ça que dans pas mal de maisons en Corée du Sud, on a des purificateurs d'air. Donc du coup, bah, 1 heure dans la journée, on active le purificateur, quoi, et ça clean, en gros, ça nettoie l'air de la maison, quoi. Mais bon, non, ici, on n'a pas trop de soucis. Après, on est un peu éloigné enfin, on est proche des D'accord. grandes villes, mais on est quand même assez éloigné en distance. Donc, ce qui fait que, ouais, on est protégé aussi par les montagnes et tout. Et ce qui fait que non, ça va, franchement, on n'a pas trop de problèmes de pollution. Ça, c'est une grande chance. Ça, c'est sûr. Eh ben, écoute, très bien, merci beaucoup. J'ai quelques questions là pour terminer un Ouais. petit peu la conversation. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on discute, hein, mais c'est très intéressant. Merci à toi pour tous ces échanges. Ah bah oui, bah Est-ce qu'il y a un truc je vais que tu aurais refaire aimé qu'on te dise à mon l'avance avant que petit tu partes en speech Corée, que comme tu aurais j'avais aimé fait dans les savoir avant francophones en d'arriver? Corée, mais pour moi, c'est si on m'avait dit que la Corée, c'était aussi difficile à s'expatrier vraiment sur le long terme, je dirais aux gens vraiment, venez préparer. Donc pour moi, c'est la Corée, ça peut être un rêve, ça peut être une destination voilà qui fait rêver, qui fait envier beaucoup de gens, mais c'est pas une destination d'expatriation facile. Et la Corée, c'est aussi un pays qui s'est construit bah, ces 60-70 dernières années euh, à vraiment très très rapidement. Mais c'est un pays qui quand même reste assez fermé sur l'immigration. Et ça, on n'a pas l'impression parce que dans les médias, à la télé, à la K-pop et tout, on a l'impression qu'ils sont super ouverts à l'étranger, aux étrangers et tout. Et en fait, la réalité du terrain, eh ben, elle est pas facile. Et donc, du coup, ouais, le conseil que je dirais, c'est venez préparer, venez diplômer.
Mais préparer, excuse-moi, Ouais, préparer, comment est-ce qu'on peut se préparer à une expatriation en Corée? Parce ouais. qu'effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui peut-être se rendent pas compte. Et justement, c'est l'intérêt de discuter comme ça avec ton expérience, parce qu'on se rend compte que tu Ouais. batailles comme beaucoup, hein. Souvent dans l'expatriation, on bataille pour trouver un boulot, trouver un visa, trouver un appartement. Bah, par exemple, en passant un Comment est-ce master, que un bac toi, plus tu penses que 5, tu parce aurais que pu mieux te malheureusement, préparer pour avec, ta nouvelle vie en Corée, par entre exemple? parenthèses, une licence, bah, au final, c'est pas assez par rapport au niveau d'études que la plupart des Coréens ils ont maintenant. Donc, du coup, le plus haut, les plus grandes études possibles qu'on puisse faire, bah, ça sera toujours un avantage, que ce soit par rapport au visa ou par rapport à la compétition pour trouver un emploi dans une entreprise. Donc, venir préparer dans le sens, venez avec des diplômes, avec des certifications, avec de l'expérience dans un corps de métier, si possible, un corps de métier qui va intéresser, avec un savoir-faire qui sera pas forcément très développé en Corée. Donc, du coup, ça pourra faire la différence. Et puis aussi, apprendre le coréen parce que bah, déjà, d'une part, pour l'intégration dans le pays, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir juste trouver, lire une offre d'emploi ou quoi que ce soit, ou même commander un, un repas en coréen, c'est toujours bien de parler la langue, mais plus que ça, c'est-à-dire que si vous parlez coréen ou au moins vous avez les bonnes bases avant de venir, ça va Ouais. vous ouvrir des portes. Et malheureusement, à l'époque, il y a peut-être 10 ans, ouais, si on parlait pas coréen, bah, on pouvait quand même se faire une situation et facilement trouver du boulot en Corée. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, les Coréens, ils sont surdiplômés, ils parlent très très bien l'anglais, pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fait des écoles internationales. Et puis, il y a énormément d'étrangers qui sont là depuis longtemps et qui parlent couramment coréen. Donc, du coup, voilà, si on veut s'expatrier en Corée, moi, je dis, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc, vraiment venir diplômé, certifié et en parlant la langue, bah, c'est mieux. D'accord. À l'inverse, si tu devais convaincre quelqu'un de venir Alors, travailler franchement, en Corée, pour enfin, viens venir en vivre, Corée viens juste travailler pour en le Corée parce travail, que perso, le je truc sais qui te pas plaît le si c'est une plus. bonne idée, mais parce que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement et beaucoup d'heures de travail. Donc, juste pour le travail, personnellement, je pense pas que la Corée, ce soit le bon plan. Par contre, Pardon, je reformule ma question alors, je me suis peut-être mal exprimé. ouais, Imaginons que tu es recruteuse pour une boîte, donc tu veux ouais, vendre le. Parce qu'il y a quand même des avantages à travailler en ouais, Corée ouais, par ouais, rapport à travailler en France. Je sais pas, l'administration, la 5G. ouais, Quel est ouais, ouais. le truc où tu dis, mais tu verras par Pour rapport à la moi, je France, ça c'est dirais génial. C'est pas forcément lié au travail l'accès à d'ailleurs, la ça peut être un nature truc plus et de aux la vie perso. différents parcs nationaux super facile en fait. Parce que n'importe où on se trouve en Corée, bah il y a des parcs nationaux, il y a des cascades, il y a Ouais, des plages, il y a des îles et tout. Il y a tellement de choses à faire et à voir en termes d'activités, que ça soit de pleine nature ou culturellement parlant. Il y a énormément d'événements gratuits, accessibles. Proche de n'importe où on habite en Corée. Et puis bah le sentiment de sécurité aussi. Enfin, en tant que femme qui habite en Corée du Sud, franchement, je me sens bien ici parce que je me sens en sécurité, quoi. Je me, ouais, je me ouais, suis jamais vraiment fait emmerder. Je veux dire, je peux rentrer le soir tard. Enfin, ouais. j'ai pas aucune peur. Euh, voilà quoi. Je peux conduire mon scooter à 3 heures du matin. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais le sentiment de sécurité ambiant dans la vie de tous les jours, il est bien pour en tant que femme, ouais, à l'étranger. Et puis aussi l'accessibilité du service, parce que le service coréen, c'est même pas, c'est inimaginable. Je veux dire, voilà, on commande à 18 heures quelque chose, des fois à 23 heures, on va l'avoir, enfin, je veux dire, sur Amazon, sur Coupang, enfin, des fois, on va commander ses légumes, ses trucs à emporter, enfin, pas à emporter, mais je veux dire, ses courses. Par exemple, on peut faire ses courses le soir jusqu'à 21h, 29h, enfin 2 heures, et le lendemain, à 5 heures du matin, ça sera devant sa porte, quoi. Le, le service coréen, il est incroyable, quoi. La rapidité, c'est vraiment, ouais, Eh vraiment bien. ben, Donc ça, c'est un gros avantage aussi. d'accord. Le truc qui te ferait Ouais, quitter, bon, à part le visa, hein, parce que le visa, clairement, si tu n'avais plus de visa, au bout d'un le moment, tu truc risques que d'en je avoir marre. Mais le déteste. truc qui te ferait quitter la Corée, le truc que Moi, je tu vais parler de détestes. ma situation de femme en Corée, mais pour moi, c'est cette pression constante de la responsabilité sociale d'une femme d'avoir des enfants et de se marier, quoi.
Bah après, Ouais. la société change, hein. Il y a plein de choses qui changent, mais en général, voilà, en tant que femme, quand on arrive à la trentaine, on attend que je me marie et que j'ai des enfants. Et si on a d'autres aspirations, si on est plutôt un peu plus carriériste ou si juste c'est pas dans nos plans pour le moment, hein, ça veut pas dire plus tard on le fera pas, bah on sent vraiment une pression de la société et on nous le rappelle tous les jours, mais vraiment tous les jours. Je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, on Mais va me comment on te dire: «Ah, qu'est-ce que rappelle? vous faites dans C'est la quoi comme vie? Vous êtes marié? c'est des Non. remarques? Vous avez quel âge? Oh là là, bah faut que vous vous trouviez un Coréen». Ah ouais, ouais, c'est très, très cash. Moi, je vais prendre un taxi. Ah Ah oui, bon? Vous carrément. venez d'où? Ah Vous oui, ah êtes oui, c'est française? cash. Ah, C'est vous êtes cash. mariée? Non. Ah bon? Bah alors, genre des choses comme ça. Et en fait, c'est à chaque rencontre, à chaque chaque personne qu'on va voir dans un convenience store, dans les restaurants, dans les machins, en fait, dès qu'ils vont nous voir, ça va être dans les 5 premières minutes d'une conversation, ça va être on vient de quelle nationalité, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on a quel âge, est-ce qu'on est marié, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est très pesant au fur et à mesure. Si on leur dit qu'on n'est pas intéressé par le mariage ou quoi que ce soit, on rentre dans des débats infinis. Et par exemple, si même j'avais un copain, on me dirait, ah bah, faut vous marier. Moi, si j'étais mariée, on me dit, ah bah, faut avoir un enfant. Puis si j'ai un enfant, on va avoir un deuxième, et c'est infini. Pour eux, il y a que il y a que Hmm. deux types de personnes, enfin, de femmes en Corée. C'est celles qui viennent en Corée et qui sont mariées avec un Coréen, ou celles qui restent ici. Il faut qu'on case avec un Coréen, quoi. Clairement, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, c'est la pression sociale en tant que femme, c'est pas facile à vivre tous les jours, quoi. C'est clair, d'accord. À Bah, pour l'inverse, moi, qu'est-ce c'est qui te les fait gens. rester? Quel est Parce que le bon, truc? Tu te j'ai beau dis, ah, critiquer, si je partais de mais Corée, non, pour ça moi, me c'est les manquerait gens. trop. C'est je me suis créé un peu une famille ici. J'ai vraiment des amis, vraiment j'ai rencontré de très très belles personnes, des gens qui ont le cœur sur la main et qui font partie de mon quotidien maintenant et auxquels je tiens. Et puis c'est aussi bah, la découverte de la culture coréenne tous les jours en fait. Parce que on a beau vivre ici pendant longtemps, plusieurs années, mais il y a toujours, enfin moi qui suis enfin je suis curieuse et tout de nature, ben tous les jours j'ai l'impression d'apprendre des nouvelles choses, tous les jours j'apprends des nouveaux mots, j'apprends des nouvelles histoires de la culture coréenne et c'est passionnant en fait. Et et puis pareil, la Corée, ça a beau être un petit pays, mais il y a tellement de choses à faire, à voir. Euh, de montagnes, de plages, d'îles, et vraiment, j'ai pas encore fait le tour, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est pour ça que ça me manquerait si je devais partir de la Corée. D'accord. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est la langue aussi. Ouais, exact. Je voudrais parler rapidement de ce sujet-là, parce que j'ai vu dans tes vidéos que tu Alors, as quand appris je la langue, toi, suis tu dis sur arrivée le en Corée, tas. je parlais pas du tout Est-ce que coréen. tu peux en parler? Est-ce que tu as pris Je des connaissais cours ou même pas pas du tout? l'alphabet coréen, le hangul, donc vraiment, j'ai démarré 0, 0, 0. Euh, Mhm, Après, une chose qui m'a aidée, c'est que avant de venir en Corée, bah, j'étais mhm. un peu passionnée par la K-pop, les dramas, donc même si je parlais pas du tout coréen, j'ai eu une sensibilité un petit peu à l'écoute du coréen parce que je l'ai écouté pendant des années et des années grâce aux musiques, aux films et tout. Donc, j'étais déjà, on va dire, mon oreille, elle était déjà habituée à entendre du Ouais. coréen, donc ça m'a pas choquée. Euh, et du coup, je suis capable de comprendre les sons, de reproduire des phrases assez rapidement parce que du coup, je suis très très habituée depuis longtemps à écouter du coréen. Euh, donc ouais, quand je suis arrivée en stage, je parlais pas du tout coréen. Et après, je prenais 1 heure de cours 2 fois par semaine. Donc c'était des cours privés pour m'apprendre la base en fait. Et ces cours-là, ils avaient été payés par mon maître de stage à l'époque, donc c'était super sympa de sa part. Et puis ensuite, non, après j'ai vraiment appris sur le tas. J'avais pas vraiment le temps de faire mes devoirs ou de apprendre avec des livres en autodidacte. Donc en fait, c'est vraiment en reproduisant les phrases ou en essayant d'écouter vraiment mes amis coréens. Par contre, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis étrangers en Corée du Sud. C'est presque majoritairement des Coréens. Donc du coup, bah j'étais entourée de Coréens tout le temps, 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que à force de jamais rien pouvoir comprendre, bah on essaye de capter des tournures de phrases et des situations. Et du coup, bah c'est comme ça que j'ai appris le coréen au fur et à mesure en fait.
Donc vraiment, oui, vraiment sur le tas. Bon, tu as eu l'occasion, tu as eu l'opportunité de travailler beaucoup avec des Coréens finalement, ce qui permet d'apprendre. Oui, D'accord. oui, bah ouais, pareil. Et puis Et donc après, de combler ça, vraiment, et bah, on va dire mes l'écriture, pareil, tu as 3 appris de la même premières façon? années en Corée, avant de commencer à travailler pour le gouvernement, je parlais coréen, mais en fait, je comprenais vachement plus que ce que je parlais, parce que j'avais pas vraiment eu de cours. Donc en fait, je comprenais tout mon environnement, les gens autour de moi, mais j'arrivais pas à parler parce que j'avais vraiment pas vraiment eu de cours, ou j'arrivais pas à tourner, enfin, je pouvais pas reproduire les phrases parce que en fait, je comprenais la sentence globale, mais je savais pas mot par mot ce que ça voulait dire en fait. C'était vraiment particulier. Et par contre, j'ai commencé à travailler au gouvernement, bah là, fallait commencer à écrire des documents, Ouais. enfin, bosser et utiliser une plateforme du gouvernement. Et là, vraiment, je me suis améliorée en 6 mois. Je me suis vraiment, vraiment améliorée parce que bah, c'était encore plus dur parce qu'avant, je travaillais avec des Coréens, mais quand je comprenais pas, ils me parlaient en anglais, alors que ici, personne parle anglais. Donc, s'il fallait que je me fasse comprendre par mes collègues, bah, fallait vraiment que je bosse mon coréen, quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai vraiment galéré. Après, j'utilisais bah, les traducteurs sur mon téléphone, Google Translate et tout, mais bon, ouais, j'ai vraiment, vraiment, je me suis améliorée bah, en travaillant au gouvernement, en faisant des PowerPoint en coréen, en utilisant la plateforme en coréen et tout, quoi. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à travailler pour le gouvernement, comme j'ai eu vraiment une carte un peu de D'accord. résident, la Alien Card et tout, à ce moment-là, j'ai pu m'inscrire à des cours gratuits qui sont donnés par l'immigration. Et du coup, bah, grâce à ces cours-là, j'avais un livre et j'allais à l'université le dimanche pour apprendre le coréen et tout. Et donc, du coup, voilà, là, ça m'a permis de m'améliorer aussi, quoi. Sur C'est sûr. le Et niveau de maintenant, tu l'immigration, en considères que tu fait, es c'est sur bilingue, ou tu en 5 es à quel niveaux. Donc niveau? là, je suis niveau 5. Donc, je suis au dernier niveau. J'ai eu mon examen là le week-end dernier, mais j'ai pas encore les résultats. Mais bon, j'essaye de passer le niveau 5. Mais on va dire dans la vie de tous les jours, je dirais que je suis au niveau intermédiaire plus, quoi. Je suis pas vraiment bilingue. Il y a énormément. Ça dépend les conversations, ça dépend les sujets de conversation aussi, mais bon, je comprends, on va dire 70% ou 80% de enfin, des conversations autour de moi. Mais il y a toujours, ouais, 15-20% enfin, je connais pas le vocabulaire et donc du coup, bah, c'est compliqué. Donc voilà. Merci encore une fois d'avoir participé et de t'être livré comme ça avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de transparence sur ton expérience, ton travail, tes aventures en Corée. Pas de souci, avec plaisir. Juste pour terminer, ouais, est-ce que tu as des projets, des annonces, des ambitions, quelque chose que tu veux partager pour conclure ce podcast? Ah bah juste voilà, si les gens sont intéressés par la région de Cholla, donc du sud de la Corée, et puis s'ils veulent découvrir bah, une autre région hors Séoul, ils peuvent bah, se connecter et me suivre sur YouTube sur les chaînes Lee Adventure et Jolago. Et puis voilà, bah après j'ai pas vraiment de grands plans pour le moment, à part essayer d'obtenir mon visa de travail. Après, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir peut-être écrire un livre sur mon expérience en Corée du Sud, ou vraiment voilà continuer de promouvoir la Corée du Sud envers le public français, et puis essayer d'être un peu je sais pas, une personne qui permette de un peu rallier les deux, voilà. Mais bon, chaque chose en son temps, donc voilà, voilà. J'ai plein de projets, D'accord. plein de rêves, mais pour le moment, on verra bien comment ça se passe. C'est clair, et c'est clair. Là, de toute façon, au moins jusqu'en juin, tu sais où tu es et tu sais ce que tu fais, hein, c'est ça? Exactement. Voilà. D'accord. Ben, écoute, c'est aussi l'ambition de Séoul Connect, effectivement, de connecter un petit peu les gens qui vivent et qui travaillent ici aux gens qui sont intéressés, ou qui vivent aussi ici, ou qui vivent à Mhm. l'étranger, qui sont intéressés par la Corée. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode, et comme je disais, d'avoir vraiment pris le temps de discuter avec moi de ton expérience. Et puis, eh ben, écoute, j'espère à très bientôt, quelque part en Corée. Bah, merci beaucoup. Bah, bonne soirée. Et puis, bah, merci de m'avoir invité pour ce podcast.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était notre pilote, notre épisode 0. S'il vous a plu, je vous invite à nous suivre sur notre site web et sur les réseaux sociaux, Séoul Connect, seoul-connect.com, ou sur votre plateforme de podcast préférée, puisque d'autres épisodes sont déjà enregistrés et bientôt prêts à sortir. Et puis surtout, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos réactions, vos idées, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Je suis très intéressé de connaître votre feedback. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.